La loi climat et résilience arrive cette semaine devant le Parlement. L'occasion pour nous de faire un bilan de la Convention citoyenne avec Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vice-président UDI de la région Île-de-France en charge de l'environnement, du développement durable et de l'aménagement. Et puis Jérôme Cohen, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le président d'Engage, cofondateur également de la Convention 21, Convention des entreprises pour le climat et la biodiversité. On en dit un mot, tiens, vous êtes inspiré de la Convention citoyenne ? Absolument, oui, on s'est inspiré de la Convention citoyenne. On pense que les entreprises, elles aussi, elles doivent pouvoir s'emparer de ce sujet et faire émerger elles-mêmes des mesures, à la fois en interne pour changer, pour se transformer, et puis en externe vis-à-vis du pouvoir législatif. Et donc, c'est 150 entreprises qu'on va tirer au sort, et à l'intérieur de ces 150 entreprises, des représentants de 3 collèges, à la fois les dirigeants et les membres des CA, les salariés, et puis les investisseurs, les actionnaires, pour qu'elles-mêmes se fassent émerger et créent les propres conditions de leur transformation. Donc ça, ce sera à partir de septembre prochain jusqu'à l'élection présidentielle, puisqu'on veut, après présenter ces mesures avec beaucoup de partenaires qu'on a agrégés déjà à la sphère économique, mais aussi à la sphère politique. Oui, et que les candidats s'engagent par rapport aux propositions que vous pouvez faire. Voilà, alors, exactement. On revient donc sur cette convention citoyenne. Les 150 citoyens qui ont participé aux travaux ont jugé sévèrement la loi proposée par le gouvernement, pas assez ambitieuse. Alors, il y a des moyennes, mais je n'ai pas trouvé la même moyenne en fonction des articles, mais c'est vraiment c'est entre 2,5 et 3,5 sur 10, donc voilà, c'est vraiment une mauvaise note. Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Philippe Dugouin-Clément? Est-ce que le Parlement, qui commence à examiner la loi, peut la renforcer, cette loi, d'après vous? Alors, elle va être énormément discutée. Je crois qu'il y a quelques 5000 amendements qui ont été déposés. Donc, on est sur un texte de loi, on le voit, tant au sein de la majorité que des différents groupes d'opposition, ça discute. Il va y avoir beaucoup de sujets dessus. Après, ce qui est terrible dedans, c'est que c'est un exercice qui est extrêmement déceptif, parce qu'on demande à 150 personnes de travailler pendant plusieurs mois sérieusement, de s'engager, de creuser des sujets, de faire des propositions. Et en bout de course, selon la façon dont on compte, le nombre de filtres qu'on met ou qu'on ne met pas, on se rend compte qu'il y avait 149 propositions, 3 jokers, donc on descend à 146, et le projet de loi 3C, globalement, reprend 46 propositions, et selon les comptages, on en a une dizaine qui sont repris quasiment sans filtre. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est déceptif, et je crois que l'erreur qui a été faite là-dessus, ça a été de la part du président de la République dès le départ, de dire on reprendra tout et je prends 3 jokers, plutôt que de dire faites-nous une base de travail sur laquelle on pourra co-construire, co-élaborer. Je vais citer d'ailleurs ce que Emmanuel Macron dit en avril 2019. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Évidemment, c'est cette expression sans filtre, Jérôme Cohen, qui pose problème. C'était une promesse intenable ? Déjà, il ne fallait pas la tenir, ça c'est certain. Mais peut-être qu'avant de rentrer là-dedans, je pense que c'est quand même une expérience démocratique absolument majeure, fondamentale. Il y en a déjà eu en Irlande, par exemple, à l'heure où la démocratie représentative, à mes yeux, doit être enrichie. Et puis, ça montre aussi que les citoyens peuvent participer directement à la démocratie, je dirais, à condition qu'on leur donne un socle de connaissances qui a été remarquablement fait, et un process d'apprentissage. Donc ça, c'est déjà majeur. Après, je pense que ce qui est dommageable... Oui, mais si c'est pour créer de la déception... Ça, évidemment, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est aussi une déception, je crois, par rapport à la réalité de la loi telle qu'elle sort. Puisqu'aujourd'hui, le Conseil national pour la transition écologique, le Haut Conseil sur le climat, le CESE critiquent la loi climat en disant qu'elle ne va pas assez loin. Moi, je trouve que le plus dommage, c'est que finalement, c'est ce qui ressort. In fine, n'ira pas sur la promesse quand même qui était fondamentale de dire qu'on doit baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre sur la base de 1990 en 2030. C'est ça le plus grave, à mon avis. Mais c'est quoi alors ? C'est quoi les filtres finalement? Parce que c'est quoi? C'est le travail des lobbyistes, par exemple? Et peut-être que les lobbyistes de l'industrie ont été plus puissants que ceux qui défendent l'environnement. De certaines industries. C'est un ensemble de pouvoirs, de contre-pouvoirs, de lobbying qui effectivement sont. Après, un lobby, c'est pas quelque chose de sale. Non, j'ai pas dit que c'était sale. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu le travail des lobbies. On voit que dans un certain nombre de cas, il y a aussi des adaptations très concrètes aux réalités sur des questions notamment de calendrier. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on rentre dans quelque chose qui est la mise en œuvre concrète d'un projet. Et quand on rentre dans la mise en œuvre concrète d'un projet, ça prend du temps. Et ce qui est absolument terrible, c'est de... En fait,
c'est la règle du jeu que vous fixez au départ. Et c'est quand la règle du jeu n'est pas respectée, vous créez de la déception. Et c'est de ne pas avoir dit très clairement au départ, on travaillera sur l'adaptation avec vous. On aurait très bien pu aller plus loin en associant la Convention climat à l'adaptation de la loi. Il y a peut-être aussi la notion de principe de... Allez-y. Non, Jérôme, parce que je voudrais réagir sur la notion d'intérêt, de lobbying qui défendent des intérêts. Sauf qu'il me semble que les citoyens et la Convention pour le climat étaient plutôt représentatifs d'un lobbying d'intérêt général et qui se sont fait probablement contrer par un lobbying d'intérêt privé ou d'intérêt particulier. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre sur un même niveau la défense de l'intérêt général, encore faut-il le définir extrêmement bien, ce qui est compliqué, et la défense de l'intérêt privé. Ouais. Donc là, je crois quand même qu'il y a eu ce qui est en train une déception. Je voudrais prendre un exemple et poser peut-être la question du principe de réalité. L'exemple, par exemple, de l'écocide. Les citoyens de la Convention souhaitaient que l'écocide soit reconnu comme un crime. Est-ce que c'était tout simplement impossible, d'après vous ? Je pense que, moi, mon sentiment, c'est que c'était compliqué. Après, entre ce qui a été demandé et en faire un délit extrêmement séquencé, il y avait une marge. Moi, objectivement, le crime d'écocide, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est pas quelque chose auquel je suis favorable par nature. Mais ce qui est terrible, c'est de leur avoir dit... On le garde, ça sera sans filtre, et derrière, de mettre des filtres ou des conditionnalités. Encore une fois, toutes les mesures, on peut en discuter. Si on prend un autre exemple, c'est la question des consignes verts à 2023. 2023, on se rend compte, c'est dans 18 mois, on y est quasiment. Que techniquement, on ne soit pas en état d'adapter le système, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Donc c'est repoussé à 2025, oui, a priori. Mais encore une fois, ce qui est terrible dedans, c'est dès le départ de ne pas avoir dit voilà ce qui est faisable, et quand on adapte, eh bien limite, on en rediscute, on en reparle ensemble avec la Convention citoyenne, parce qu'on peut avoir une difficulté technique majeure, juridique sur tel ou tel sujet. Jérôme Cohen, sur l'écocide, par exemple. Alors, je ne sais pas si je me prendrais sur l'écocide, qui est une loi qui me paraît, je ne suis pas juriste, et c'est un sujet qui me paraît complexe et qui n'est peut-être pas représentatif de toutes les 146 lois. Mais mais c'est quand même pas inintéressant, parce que non, je dis pas que c'est pas intéressant. Si on a laissé, je ne dis pas que c'est ça, mais si on a laissé à ces 150 citoyens la possibilité de croire ou d'imaginer que c'était possible en droit français de définir un crime d'écocide, alors qu'en fait, ça l'est peut-être d'ailleurs, ce qui est très difficilement, c'est une erreur. Je suis d'accord, mais ils ont été accompagnés par des juristes. Donc, justement. Voilà, donc c'était ça qui était aussi déceptif. Mais prenons une loi qui est plus simple. Prenons la loi de la rénovation thermique, par exemple, des bâtiments. Finalement, ils avaient voulu faire que cette rénovation soit obligatoire, et on arrive avec une loi qui, en 2028, pour seulement 7% des logements, c'est-à-dire les passoires thermiques, pour la location sera obligatoire. Donc évidemment, on voit. Et le problème, c'est si on avait 50 ans pour faire la transition écologique par rapport à un problème de dérèglement climatique ou de la chute de la biodiversité, on pourrait dire on progresse, on avance petit à petit, pourquoi pas ? Sauf que là, les indicateurs disent qu'on n'a pas ce temps-là. Et donc ça montre aussi, je crois, un autre problème à l'heure où la démocratie et les politiques, une perte de confiance importante. Ça veut dire que ça montre. Il me semble que les politiques sont en fait en retard sur la société civile. Et c'est vrai que... vous n'êtes pas député, je crois. Non. Quand on discute un peu en off avec les députés, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, je suis désolé, M. Cohen ou Jérôme, ça dépend, je ne suis pas assez connaisseur de la problématique climatique ou biodiversité aujourd'hui. Donc, en fait, on a formé des citoyens qui sont devenus, à mes yeux, plus connaisseurs que la majorité des députés ou des élus sur ces questions qui sont complexes, qui nécessitent d'avoir des mois d'apprentissage, ce qui a été extrêmement bien fait, je le dis encore une fois. Donc peut-être, c'est un peu provocateur, mais peut-être qu'il faut faire une convention pour les entreprises, mais aussi une convention pour les politique pour les députés. Parce que les élus. Nous-mêmes, on n'a pas le niveau, on n'est pas connaisseurs sur ces sujets-là. Sur ce que vous dites, il y a un point sur lequel je veux revenir, en fait, c'est qu'on ne se donne pas les moyens. Parce que quand on parle de la rénovation énergétique qui était imposée dans le cadre de la Convention, on sait que ça a un coût colossal et que si on ne l'accompagne pas financièrement, c'est insupportable pour les particuliers. Et donc, le pendant de ce dispositif de dire on impose la rénovation énergétique, c'est effectivement de mettre en place des aides. Et ça, c'est quelque chose qui coûte. Et le problème de fond, alors indépendamment, députés connaisseurs, sachant, pas sachant, il y en a qui sont quand même. Non, mais il y en a qui sont très pointus, d'autres moins. Mais globalement, c'est que ça implique un coût. Beaucoup des mesures qui étaient proposées dans la Convention citoyenne pour être acceptables socialement nécessitaient un coût pour l'État. Et je pense qu'on est sur quelque chose où Bercy a mis le frein des cas de fer, parce que sinon, on recrée un phénomène, enfin on revient sur la taxe carbone, on revient sur les gilets jaunes, et donc le sujet, c'est quel coût d'accompagnement. Il me semble qu'aujourd'hui, le coût, on est prêt à dépenser
dépenser pas mal d'argent aujourd'hui, j'ai l'impression. Et pour un sujet aussi majeur, je pense non mais attendez, moi je vous rejoins, c'est quelque chose que je défends, mais on est dans un pays où le poids de Bercy est absolument colossal. Ou des administrations en général. Et puis, quand on prend la rénovation thermique, ça peut être aussi de faire émerger énormément d'emplois. Ça pourrait être un levier de croissance et d'emploi. Voilà. Oui. Encore faut-il avoir suffisamment de personnes que l'on forme. Donc ça revient à la politique de formation, à la politique d'investissement. Mais encore une fois, je pense que c'est absolument nécessaire. Est-ce qu'il y a une logique budgétaire dynamique là où elle est statique pour l'État? Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci. Tout de suite, une start-up à l'honneur, c'est Smart Ideas.